Bonsoir, merci beaucoup Thomas Monneret. Merci à l'Université de Strasbourg de nous donner l'occasion de présenter ce livre. Et dernier remerciement, avant-dernier, c'est aux presses universitaires de Strasbourg qui font un travail qui devient de plus en plus rare, un travail extrêmement rigoureux, méticuleux. Et bien sûr, merci à vous, mesdames, messieurs, d'être venus ce soir. Bien, pourquoi le kitsch? Pourquoi s'intéresser au kitsch? Il y a des thèmes plus urgents, il y a des thèmes plus profonds sans doute. Le kitsch semble quelque chose de frivole. Eh bien, la réponse que je donnerai d'abord, c'est que c'est malgré tout un thème crucial au sens littéral du terme. C'est-à-dire que beaucoup d'enjeux se croisent à partir du kitsch. C'est des enjeux, beaucoup de dimensions artistiques, bien sûr, esthétiques, mais aussi sociales, sociétales, politiques, éthiques, philosophiques. Voilà, c'est un thème crucial malgré tout, en dépit de cette allure frivole qu'il a, bien sûr. Il y a une profondeur du kitsch qui est certaine. Le kitsch interroge sans doute l'humain en général. Hermann Brock, un des auteurs les plus importants qui a parlé sur le kitsch, parle de l'homme du kitsch. Mais il y a aussi un sens strict qui est beaucoup plus historique. Le kitsch naît plutôt dans les sociétés industrielles, puis se déploie dans les sociétés post-industrielles, si bien qu'en un sens, nous vivons dans l'ère du kitsch. Ça ne signifie pas bien sûr que tout soit kitsch autour de nous. Beaucoup de réalités, beaucoup d'œuvres artistiques, beaucoup d'objets autour de nous ne sont nullement kitsch, bien entendu. Mais je crois qu'en un sens, il est impossible de ne pas croiser le kitsch sur notre chemin. Il est là, on le croise d'une manière ou d'une autre. Et que finalement, si on veut se faire une idée de nos représentations, notre imaginaire, nos goûts, y compris notre action, au bout d'un moment, il faut tout de même interroger cette notion de kitsch qui reflète nos dynamiques, nos pathologies peut-être, nos névroses, mais pas seulement. Bien, les défis. C'est une notion à la mode. On a beaucoup écrit sur le kitsch, on parle beaucoup du kitsch, beaucoup de revues, de sites internet, d'émissions, de podcasts. Ce n'est vraiment pas un thème sur lequel la parole en général, universitaire ou autre, soit avare. Pourquoi un discours de plus? Est-ce qu'on avait quelque chose à ajouter? Eh bien, nous croyons que oui, tel est le cas. Et peut-être d'abord très simplement, de manière un peu prétentieuse, mais voilà, la définition. En même temps que les discours sur le kitsch ont proliféré, cette prolifération s'est accompagnée aussi d'une confusion, d'une dispersion, si bien qu'on a l'impression que ce mot, on l'emploie à tout bout de champ, que ça veut dire tout et n'importe quoi, et qu'au bout du compte, plus personne ne sait très bien ce qu'est le kitsch. Voilà, donc ça semblait quelque chose d'important de poser de nouveau la question, qu'est-ce que le kitsch? Quel est le sens de cette notion? Par exemple, c'est la citation de Roger Scruton, qui est un philosophe esthétique, un critique conservateur anglais. Et voici ce qu'il dit sur le kitsch. Personne ne sait exactement comment définir le kitsch, mais nous savons tous le reconnaître lorsque nous nous trouvons en face de lui. La poupée Bambi de Walt Disney, les Pères Noël dans les supermarchés, Bing Crosby chantant White Christmas, les images de caniches enrubannées. Que fait ici le critique? Il fait comme si le kitsch était en deçà ou au-delà de toute définition, comme c'était une évidence. Et au bout du compte, il cède finalement, au lieu de trouver des critères, il fait une énumération, ce qui, en un sens, me semble tout de même une démission. On a essayé tout de même de passer outre l'énumération, puisqu'on s'aperçoit que tout le monde a son énumération kitsch, mais que celle de l'un ne ressemble pas forcément à celle de l'autre, qu'on ne pouvait pas se contenter de dire simplement le kitsch est indéfinissable. Il faut tout de même essayer de cibler cette notion. C'est vrai qu'elle est particulièrement difficile. Et c'est l'autre citation, celle de Théodore Adorno, qui dit donc « Le kitsch, comme un lutin, échappe à toute définition ». Mais malgré tout, donc, essayer, sinon de capturer le lutin, de l'enfermer, au moins d'essayer de le suivre, d'en connaître un peu la physionomie, les mœurs. Voilà, ne pas renoncer à ceci. Une des questions qui se pose, est-ce qu'il faut parler du kitsch ou des kitsch? Est-ce que, disons, le kitsch stalinien ou mussolinien est le même que celui d'une campagne politique de Donald Trump? Est-ce que le kitsch d'un nain de jardin est le même que le kitsch de Las Vegas? Est-ce qu'au bout du compte, ce n'est pas une illusion verbale que ce mot-là? Eh bien, c'était une des questions qu'on se posait. Et il nous semblait qu'il fallait trouver le fil adapté pour attraper cette proie. C'est-à-dire ne pas essayer de fixer une substance solide, stable, mais au contraire, essayer de l'attraper en mouvement, dans ses seuils, ses dynamiques, ses points de bascule,
Et là, je crois qu'il est possible tout de même de s'emparer du kitsch d'une manière un peu plus satisfaisante qu'une énumération qui se terminerait forcément par un etc. Deuxième défi. La parole sur le kitsch est presque inévitablement une dénonciation ou bien, le contraire, une célébration. Dans les débuts, c'était presque toujours dans le scandale, le kitsch, c'était le mal dans l'art, c'était le vice qu'il fallait dénoncer, l'aliénation. De manière plus récente, il y a le contraire, c'est-à-dire que tout à coup, le kitsch est kitschissime, est quelque chose dont on parle avec euphorie. Il nous semble important justement de prendre du recul, de ne pas céder ni à l'un ni à l'autre de ces mouvements, d'observer, de décrire, d'examiner avec un recul critique. Ce n'est pas facile parce que le kitsch, finalement, appelle, je crois, inévitablement l'adhésion. Par exemple, cette citation de Walter Benjamin me semble intéressante. Ce que nous appelions le kitsch, ce que nous appelons l'art, écrit-il, ne commence qu'à 2 mètres du corps. Mais voilà qu'avec le kitsch, le monde des objets se rapproche de l'homme, il se laisse toucher et dessine finalement ses figures dans l'intériorité humaine. Le kitsch est tellement proche qu'il suscite une adhésion, ou l'inverse, c'est-à-dire que cette adhésion, cette proximité, on peut aussi justement prendre un mouvement de recul et du coup le rejeter par réaction en quelque sorte. C'était un des défis donc de ne pas supprimer la question des valeurs. Je crois qu'il est impossible de parler de kitsch sans parler de la valeur, mais prendre un recul. Et peut-être, dirais-je, deux directions. L'une, le kitsch comme symptôme, c'est-à-dire que le symptôme révèle l'état d'un organisme et ça nous semble un symptôme intéressant de qui nous sommes aujourd'hui. Et peut-être aussi le symptôme le kitsch comme fruit. Pas simplement cet imaginaire de la maladie, de quelque chose qui relèverait d'un état sain ou malade, mais puisque de plus en plus on parle du kitsch avec euphorie, on revendique le kitsch, savoir s'il y a peut-être une intelligence du kitsch, une sagesse du kitsch, si le kitsch a quelque chose à apporter dans le monde de l'art qui n'existerait pas sans lui. Voilà, toute dernière chose, ces questions, ces défis nous ont incité à repenser le kitsch. Et il nous semblait très intéressant, même nécessaire, indispensable de le penser à plusieurs. C'est une notion transdisciplinaire qui croise tout, c'est l'esthétique, la philosophie, la société, la linguistique, l'histoire de l'art, bien entendu. Donc, nous avons organisé une décade à Cerisy, qui est une institution en Normandie, où pendant une semaine entière, on se rassemble et on ne parle que de ça. Et c'est donc le fruit, cet ouvrage est le fruit de cette décade. Ce ne sont pas les actes du colloque. On a assumé le fait qu'on n'écrit pas de la même façon que la façon dont on parle. Donc, ce sont des articles. Mais on a voulu tout de même maintenir quelque chose de la vivacité des échanges qu'on a eu à Cerisy. Et c'est pourquoi donc les contributions des artistes, puisque Mathilde Valespierre vous le dira, nous avons invité 3 créateurs, un poète, une musicienne et un peintre, et on a voulu aussi que leur contribution à l'ouvrage soit plus libre, que ce ne soit pas un article universitaire dans le sens strict. Mais je vais céder la parole donc à Martial Guédron, donc notre directeur de collection, et je répète, nous sommes très contents d'être accueillis au PUS et dans les collections culture visuelle. Merci Franz. Donc moi je vais être beaucoup plus bref. Je suis pas le maître d'œuvre de cet ouvrage. J'y ai participé comme contributeur. J'ai rencontré pour la première fois mes 2 collègues à cette occasion et c'était un moment d'échange très très chaleureux qui m'a donné envie de transformer ces essais en un ouvrage. Alors, peut-être la question à laquelle je dois répondre ici, c'est pourquoi un ouvrage sur le kitsch dans la collection culture visuelle, dont j'ai assuré la direction, et plus précisément, pourquoi cet ouvrage en particulier, bien que Franz ait déjà beaucoup donné de pistes et que je risquerais de répéter certaines choses. Alors, je dirais qu'il y a 2 raisons principales qui s'entrecroisent, et je vais essayer d'expliquer comment et pourquoi. 2 raisons qui sont liées au thème lui-même, au thème du kitsch, et d'autre part à la forme qu'il prend dans cet ouvrage, à savoir un collectif qui résulte, comme cela vient d'être dit,
de journées d'études et d'échanges. Alors qui résulte, oui, ce n'est pas la transcription, et je suis tout à fait d'accord qu'il y a un langage de la parole et de l'échange vif, et puis il y a la rédaction après, il y a tout l'appareil critique que permet de traduire une publication universitaire, et ça aussi, ça devient rare. Oui, on a des tas d'éditeurs qui ne veulent plus de notes de bas de page, qui ne veulent plus de bibliographie. Donc tout l'appareil critique est très important pour nous, parce qu'il faut qu'on cite nos références, qu'il faut qu'on cite nos sources. Deux aspects qui s'entrecroisent parce qu'il était nécessaire, et Franz vient de le dire, de dépasser une conception hâtive du kitsch, et souvent dépréciative de ce qu'il peut recouvrir. Et il était pour cela intéressant de croiser les approches avec des chercheurs venus d'horizons différents, mais aussi de plusieurs générations, donc venus de champs disciplinaires variés, et des jeunes, des moins jeunes, des plus expérimentés. Et pour un directeur de collection, publier un ouvrage collectif, publier un ouvrage dans lequel il y a plus de 3 ou 4 auteurs, c'est toujours plus compliqué que de publier un ouvrage avec 1 ou 2 auteurs. Les ouvrages collectifs sont moins vendeurs dans le monde de l'édition. Donc il faut avoir la chance de pouvoir travailler avec une édition universitaire pour encore aujourd'hui publier des volumes collectifs qui soient encouragés et promus par l'éditeur. Ils sont moins vendeurs, ils sont plus complexes à élaborer pour les maîtres d'œuvre, parce qu'il faut réunir les textes, qu'il y a un délai, que les différents auteurs ne réagissent pas avec la même vélocité, il faut parfois les relancer, ça peut s'avérer très épuisant. Et ensuite, il faut articuler ces différentes contributions dans une vision cohérente, tout en laissant place à la diversité des approches. Et puis, en plus, il y a la question de l'iconographie, il y a la question des images, et donc du droit aux images, des copyrights. Et ça, c'est quelque chose de très complexe à gérer, surtout pour différentes raisons sur lesquelles je vais passer, mais surtout pour des œuvres contemporaines, où on peut avoir des ayants droit, on peut avoir des galeries, on peut avoir des artistes qui sont très exigeants pour les copyrights, et donc qui obèrent complètement la rentabilité du livre, parce que même si c'est une collection universitaire, il faut quand même entrer dans ces frais. Alors, depuis que je m'occupe de cette collection, j'ai eu le souci dans les ouvrages qui sont parus sous mon règne, je vais employer ce mot un peu pompeux, j'ai eu le souci de trouver un équilibre entre chercheurs et chercheuses jeunes et plus expérimentés, et puis aussi donc de publier 2 collectifs. Et ce collectif en particulier devait non seulement répondre aux enjeux de la collection culture visuelle, tant sur le fond que sur la forme, parce qu'il y a une charte éditoriale qu'il faut respecter. Et donc, avec un tel sujet, il fallait effectivement proposer de définir le kitsch, parce que ça c'était les enjeux du livre, montrer ses frontières parfois fluctuantes, et là je peux vous inviter sur votre moteur de recherche préféré en section images de simplement taper le mot kitsch et de voir ce qui ressort de vos résultats. On va pas faire chacun notre liste, mais ce qui serait intéressant du point de vue des historiens, ce serait de faire des captures d'écran de ces résultats sur 10 ans, à 10 ans d'écart, une capture d'écran des réponses au mot kitsch, je ne sais pas, sur Google Images, en 2010, en 2020, en 2030, en 2040, et ce serait assez étonnant de voir comment il peut y avoir des constantes et comment il peut y avoir des variables. Donc il s'agissait, de définir le kitsch, de voir ce qu'il pouvait avoir de commun et de différent par rapport à d'autres notions, comme le populaire, comme le pastiche, comme le camp, etc. Distinguer aussi en s'appuyant sur toute une historiographie critique, parce que Franz l'a dit, il y a beaucoup d'auteurs. On était en train de préparer cette conférence à 3 juste avant. On se disait, mais qui n'a pas écrit sur le kitsch aujourd'hui ? Donc distinguer le kitsch
des autres étiquettes, et puis montrer que cette notion s'inscrit dans l'héritage d'une historiographie critique. Alors, oui, Bror, Benjamin, Umberto Eco, Clément Greenberg, bon. Or, tous ces enjeux qui étaient pour moi importants ont été parfaitement compris par mes deux collègues et affrontés avec courage, persévérance et enthousiasme, à la fois dans une introduction substantielle. Vous ne manquerez pas d'acheter l'ouvrage, j'en suis sûr. Et donc, mais j'ai aucun intérêt là-dedans. Vous ne manquerez pas d'acheter l'ouvrage. Vous verrez que l'introduction est substantielle, elle est didactique, et à travers tout un appareil critique et aussi dans une conclusion qui ressaisit le propos à la fin du volume et propose un bilan et trace des perspectives stimulantes. Donc on a vraiment un ouvrage qui, à mon sens, va faire référence sur le sujet. Et il y a aussi tout un travail de sélection des contributions, alors en amont, parce que quand on organise un colloque ou des journées d'études, il y a un appel à colloque, et puis après, en fonction des réponses, il faut sélectionner les participants, et puis ventiler les journées de façon thématique. Tout ça, c'est un travail qui se fait en amont, et dont on retrouve ensuite la trace, malgré tout, dans le résultat final. Et finalement, des analyses qui témoignent très bien du côté du caractère pluriel qu'avaient ces journées, polyfocales, pluridisciplinaires, qui reflètent, à mon avis, le caractère polyfocal et pluridisciplinaire du kitsch lui-même. Le kitsch, il s'exprime en littérature, il s'exprime au cinéma, il s'exprime en peinture, il s'exprime en musique, il s'exprime dans le télévisuel, il s'exprime aussi dans la mode, dans l'architecture, en cuisine, dans le collectionnisme, dans l'industrie du divertissement. Et tout cela est évoqué à un moment ou à un autre dans l'ouvrage. À travers aussi bien des études de cas qui permettent de comparer les spécificités de ces manifestations en fonction des supports et des médias que le kitsch investit, mais aussi, ça vient des horizons divers de nos contributeurs, mais aussi d'inscrire le kitsch, disons, ou plutôt de l'interroger par rapport à ses fonctions culturelles et sociales, dans la consommation de masse, dans la culture populaire, dans les industries culturelles, voire d'interroger son utilisation politique et identitaire. Le kitsch queer, le kitsch religieux, etc., etc. Or, dans la mesure où toutes ces approches permettait aussi de réévaluer le statut esthétique du kitsch, c'est-à-dire de l'aborder aussi bien comme résistance à l'élitisme culturel et social que d'étudier la manière dont il a pu être récupéré, voire revendiqué par certains courants rattachés aux avant-gardes. Il me paraissait évident que la collection Culture Visuelle devait accueillir cet ouvrage, indispensable à mon sens pour éviter l'écueil du mépris hâtif à l'égard du kitsch et en privilégiant au contraire des outils analytiques rigoureux qui s'émancipent autant que possible d'une approche qui se ferait par le biais de la condescendance. Une dernière remarque à propos de l'accueil de ce collectif dans la collection Culture Visuelle. En effet, si l'ouvrage traite des images matérielles et des artefacts visuels dans la peinture, dans les chromos, dans divers objets, dans la photographie, dans la parure, dans les installations, dans le télévisuel, etc., il interroge aussi, à travers les mots, à travers le langage verbal, à travers la description, cette notion de kitsch et contribue ainsi à une meilleure appréhension. Alors, de ce que je pourrais appeler l'imaginaire visuel lié au kitsch. On a le sentiment que rien qu'en prononçant le mot, des images naissent spontanément. Donc c'est dans cette mesure aussi que il se devait de paraître dans la collection. Et telles étaient mes attentes, et je dirais que le résultat me comble. Donc merci à Mathilde et à Franz. Je pense que les deux directeurs scientifiques de l'ouvrage contribuent à travers lui à un courant d'air salutaire et rafraîchissant dans ce domaine un peu trop clos, un peu trop balisé, où les objets et les méthodes de recherche ont tendance à aller grouper, à aller par vogue dans des directions attendues. Donc, nous avons là un ouvrage qui va aussi vous surprendre.
Merci beaucoup, Martial. Alors, je vais à présent présenter, je vais présenter l'organisation de l'ouvrage. Alors, vous avez déjà entendu pas mal de choses sur l'ouvrage, sur le principe d'organisation, sur le principe de constitution, peut-être davantage de la question et la façon dont s'est posée cette question du kitsch. Donc, France l'a souligné, l'idée était de faire se rencontrer donc différents champs disciplinaires, mais aussi les chercheurs, les scientifiques, les analystes en fait du kitsch, et puis aussi des praticiens, les artistes. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu plus rare, qu'on ne trouve pas véritablement. Donc, comme le disait Franz, 3 artistes ont participé au travail et ont participé à l'ouvrage. Vincent Ollinet, qui est un plasticien, Violetta Cruz, une compositrice, et puis Christian Prigent, écrivain et poète. Et donc, l'idée étant de réfléchir aussi en termes pratiques ce qu'impliquait cette question dans ce qu'on peut appeler la poétique de chacun de ces artistes, de chacune de ces artistes. Donc, l'ouvrage est le reflet en fait de ce dialogue entre les chercheurs et puis les artistes, en ce qu'il comporte des articles, des réflexions de ces deux types de, on va dire, praticiens du kitsch, soit des analystes, soit des créateurs. Donc, vous voyez que là aussi, ce qui apparaît, il me semble, dans le discours de Franz et de Martial, c'est la diversité en fait des manifestations de ce kitsch qu'il fallait bien organiser d'une certaine façon, bien que justement notre but était aussi d'embrasser dans sa diversité cet ensemble de manifestations couvertes par cette notion de kitsch. Donc, à cette fin, l'ouvrage est organisé en fait en plusieurs parties, bien sûr, en 4 parties, suite à notre introduction qui a déjà été évoquée. La première partie a vocation à envisager les choses de manière assez générale, comme vous le voyez sur la diapositive, kitsch et société. L'enjeu étant ici d'essayer de caractériser justement d'un point de vue social comment le kitsch se manifeste et quelles sont ses caractéristiques. Le point de vue aussi qui est donné ici, c'est un point de vue qui porte sur le mot kitsch comme là aussi un discours social. Comment est-il employé, dans quel contexte. Et puis ensuite, ce qui est envisagé, ce sont 2 pratiques aussi qui sont propres à la société, on pourrait dire anthropologiques, que sont donc la question du couturier, du couturier chiffonnier, c'est-à-dire la haute couture ici est interrogée. J'ai mis d'ailleurs donc une photographie de Prada. Là, il me semble que la question du kitsch, notamment avec la question pas la question, mais la réalité, vous voyez, de ce chapeau qui est hors proportion et qui sert en même temps de casque, on le sait trop, avec les cheveux par-dessus et cette inversion. Là, ici, on a ici une des caractéristiques du kitsch, notamment, qui est le changement de proportion et puis le changement de fonction des objets. Donc, dans cette première partie, donc je n'oublie pas donc la question de la collection aussi qui pose cette question du kitsch. Donc ici, c'est l'article de Maréchine qui pose cette question et qui s'interroge sur la dimension kitsch qui peut être propre à certaines œuvres des grands couturiers. Par ailleurs, dans un deuxième temps, l'ouvrage essaie de réfléchir, cette fois-ci d'un point de vue un peu plus théorique, mais là encore, ne nous y trompons pas, il s'agit de réfléchir à la théorie du kitsch, mais aussi peut-être à la possibilité d'un kitsch dans les théories, parce que notre but aussi, c'était de réfléchir aux confins de cette catégorie. A priori, un texte théorique, on ne va pas penser en termes de kitsch, puisque le kitsch, déjà, en effet, comme le rappelait Martial, c'est quelque chose qui est d'ordre visuel a priori. On pense à des manifestations visuelles, à des films, à des images de films, à des vêtements éventuellement, à des photographies, à des cartes postales, mais pas tellement en fait, je crois, à les théories. Mais ce qui a été montré ici, notamment par Anne-Gaëlle Toutain, c'est que même la théorie grammaticale pouvait être kitsch. Donc là, il y avait ce jeu d'aller chercher aux confins des possibilités d'expérience ce kitsch théorique. Et ensuite, les 2 articles qui suivent, celui de Vien Bessière et le mien, s'intéressent cette fois-ci d'une certaine façon à essayer de poser une certaine comment on peut théoriser ce kitsch. J'y reviendrai de mon côté tout à l'heure. François Provenzano propose ici une interprétation du texte de Walter Benjamin sur le kitsch. Dans la 3e partie ici, on arrive. Alors les 3 dernières parties, en fait, j'ai dit 4, mais il y a 5 parties. En fait, les 3 dernières parties cette fois-ci vont s'intéresser à des champs d'expérience artistique différents. Le premier
premier, l'art de l'image, puisque c'est celui qui est directement appelé par la question du kitsch. Quand on pense au kitsch, on pense d'abord à l'image. Là aussi, nous allons y revenir, avec plusieurs articles, notamment donc de Marcel Guédron, qui reviendra aussi sur sa participation. Il y a aussi une participation qui s'intéresse aux séries, et puis à un procédé très intéressant. Alors là, je reviendrai ensuite à cet élément. Voilà, à la question donc du suédage, le suédage de film. Je ne sais pas si vous avez vu ce film de Michel Gondry, Soyez saint parents ruinés, sur lequel Michael Bourgade s'interroge. Est-ce que c'est un film kitsch? Le procédé qui est interrogé ici, c'est un procédé qui est assez drôle. Enfin, dans le film, vous voyez que là, les personnages du film sont en train de jouer le film Ghostbusters, c'est-à-dire dans le film, les personnages rejouent des films connus parce que, suite à un certain ensemble d'éléments narratifs, ils sont obligés de restituer un ensemble d'histoires. Donc là, c'est un film qui est l'objet de l'intérêt donc de cette communication. Et ici, vous voyez deux œuvres de Vincent Hollinet qui propose ici la première intervention de cette partie. Voyez là encore la question du kitsch, je pense qu'elle est assez évidente. Le gâteau est bien sûr pas un gâteau de pâtisserie, c'est un gâteau qui est en sorte de plastique. La couronne est bien sûr une couronne en tissu. Et donc là aussi, il y a un jeu de détournement qui est propre au kitsch et dont il précise en fait les modalités, dont il précise finalement l'influence sur son œuvre. La quatrième partie s'intéresse à justement un élément a priori moins directement appelé, sur lequel je vais revenir, c'est la question de la musique, avec là encore, ouvrant cette partie, l'intervention de Violeta Cruz. Voyez que les deux images ici sont des images qui correspondent à des œuvres musicales, mais qui sont associées. En fait, ce sont des sortes de dispositifs. Les lemmings, des personnages en fait en plastique à droite, et puis un opéra dont elle est l'autrice, la Princesse légère. Donc là, ici, c'est vraiment la frontière avec une sorte de fantaisie du kitsch qui est mise en valeur dans son œuvre et qui est importante. La question de la relation populaire qui est envisagée aussi. Et donc la dernière partie s'intéresse à la littérature du kitsch. Il en va de même. Le kitsch en littérature, c'est quelque chose qui n'a pas été tellement étudié parce que c'est compliqué. Le kitsch du langage. Qu'est-ce qui est le kitsch dans le langage? Pourtant, on a bien tous des exemples. On pense par exemple ici. Alors, je vais d'ailleurs présenter. Il y a un article de Marielle Banouatine sur la collection Harlequin. Est envisagée aussi la couverture, elle fait partie du dispositif du livre. Je crois qu'ici, le kitsch, il apparaît assez rapidement aussi dans la présentation, dans les titres aussi, une brûlante proposition. Ici, l'antéposition de l'adjectif à quelque chose de ostensiblement peut-être littéraire et qui veut mettre une importance particulière sur le mot brûlante. La parisienne du bûcheron, la relation au type, en fait, tout ça est envisagé aussi. Ce sont des éléments qui sont propres à la littérature kitsch et qui sont étudiés dans cette partie. De même que la représentation du kitsch cette fois-ci chez Jelinek, et Franz reviendra sur la question de l'ekphrasis. Donc voilà pour cet ensemble d'éléments. Vous voyez que le livre, il a vocation à essayer de faire le tour de tous ces éléments pour ensuite essayer de proposer une vision d'ensemble, mais aussi arriver à préciser d'un point de vue plus, on va dire, régional dans chacun de ces champs, comment ce kitsch se manifeste. Alors là, je vais dire trêve de propos généraux. Nous allons essayer d'entrer justement dans les corpus kitsch, dans le corps du kitsch, à travers tous les trois un petit point de vue différent pour enfin analyser ces éléments et les voir plus directement. Donc, je donne la parole cette fois-ci à Martial. Oui. Alors, mon micro, oui, c'est bon. Donc, je ne vais pas parler entièrement de ma contribution parce que je trouve que c'est peut-être dommage d'en faire un exposé ici. Je vais en parler
de façon marginale et vous expliquer pourquoi, en tant qu'historien de l'art, je me suis intéressé au kitsch. D'abord parce qu'il me paraît évident que le kitsch relève de l'esthétique, c'est-à-dire du plaisir ou du déplaisir que l'on éprouve au contact d'une œuvre ou d'un artefact, et donc aussi aux tentatives de théoriser cette expérience. En d'autres termes, qu'est-ce qui, dans notre perception de ce qui est ou de ce qui relèverait du kitsch, est direct, on trouve ça kitsch, et puis qu'est-ce qui est dénaturé par les préconceptions, par la doxa, par les intimidations en tout genre, par l'idéologie. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'abord le label lui-même et son évolution. On constate en effet, et c'est rappelé dans l'introduction substantielle à l'ouvrage, que le terme a eu, depuis ses origines, des connotations dévalorisantes. Il a été associé à l'idée de produits bricolés, pouvant être vendus à bas prix. Il a servi à désigner des formes d'art sentimentales ou simplistes. Et lorsqu'il est apparu en français, au début des années 1960, dans l'ouvrage de Edgar Morin, L'esprit du temps notamment, il désignait des produits d'une culture de masse que l'élite intellectuelle ou culturelle considérait comme vulgaire, tandis que, de l'autre côté, les disciples de la vulgate marxiste y voyaient une mystification délibérée qui permettait d'aliéner les masses. Alors, bien entendu, il reste aujourd'hui, en 2025, quelque chose de tout cela dans les usages que l'on peut faire de ce terme. Et sans revenir sur tout ce qui a été dit et écrit par mes deux collègues et sur tout ce que vous trouverez dans l'ouvrage, disons pour aller vite que la signification la plus courante associe le mot kitsch au mauvais goût et au fait d'être en décalage. Un objet kitsch serait en décalage avec ce qui est dans l'air du temps ou ce qui devrait être dans l'air du temps pour les autorités culturelles, disons, officielles. Mais, et c'est peut-être ce qui m'intéresse le plus dans cette affaire, c'est le « mais », on peut aussi remarquer que le mot kitsch est désormais moins systématiquement utilisé de manière péjorative, notamment lorsqu'il est réévalué à la lumière des théories qu'on peut associer, pour aller vite, à la critique postmoderne. C'est par exemple le cas dans le cinéma. Jusqu'à une certaine date, le péplum, le western spaghetti ou les films de vampires de la Hammer étaient relégués dans le cinéma bis, alors qu'aujourd'hui, ils font l'objet de thèses et de travaux universitaires, et que dans le même temps, des critiques accrédités, je ne vais pas les citer, peuvent tout à fait parler d'effets merveilleusement kitsch, ou divinement kitsch, ou kitschissime, pour des films de Pedro Almodóvar, d'Abel Ferrara ou de David Lynch. Bon, ils sont fondés. On a donc là une sorte de retournement idéologique avec des artistes qui, au-delà du cinéma, je pense par exemple à Damien Hirst ou à Matthew Barney, vont opter pour un mauvais goût sciemment cultivé et distancé de manière ludique. Et ce néo-kitsch, ou ce kitsch second degré, sera éventuellement validé non seulement par des critiques d'art, mais aussi par des institutions culturelles, galeries, musées, etc., revues, au sein desquelles le kitsch au premier degré, le kitsch non distingué, ne trouve pas sa place. Donc c'est ça qui m'intéresse. C'est le processus de réévaluation du kitsch par des institutions. Comment ça marche? En effet, il me semble qu'une des caractéristiques du kitsch est qu'il est extensible dans l'espace et dans le temps, ce qui pousse parfois certains auteurs à utiliser ce terme par accolement ou agglutination et parler par exemple de kitsch grec, de kitsch roman, de kitsch gothique, de kitsch baroque, de kitsch rococo. Ce qui a aussi conduit Abraham Mols, qui a enseigné à l'université de Strasbourg, à définir le kitsch comme, je cite, le style du manque de style. Et c'est là précisément ce qui m'a intéressé.
Parce que si le kitsch était le style du manque de style, alors il devrait être impossible d'en saisir les constantes caractéristiques. Il devrait être impossible de comprendre ce que ces caractéristiques formelles révèlent de la société qui produit le kitsch. Or, en lisant, moi aussi, pas mal de littérature sur le sujet et en abordant le kitsch à travers ce que je connais le mieux, à savoir la peinture figurative et les représentations du corps humain, j'ai trouvé confirmation de ce que je pensais, à savoir qu'il existe bien des constantes formelles du kitsch. Par exemple, ce que je pourrais appeler la surcharge des signes, en l'occurrence une extrême attention aux détails, mais au service de contenus simples, pour ne pas dire simplistes. Et ces caractéristiques, donc, dans ma contribution à l'ouvrage, je les explore à travers les représentations du nu masculin, et j'évoque pour cela aussi bien la peinture académique du XIXe siècle que l'iconographie culturiste, que la pornographie, que la sculpture héroïque des régimes totalitaires, tout en montrant que certains ingrédients fondamentaux du héros mâle kitsch sont repris et réinvestis sans véritable scrupule par des artistes contemporains, le cas le plus exemplaire étant sans doute Jeff Koons. Donc ce qui m'intéresse à travers cet exemple du corps masculin héroïque, c'est comment un motif absolument central dans l'art classique. Dans l'art classique, vous pouvez prendre la sculpture classique grecque et jusqu'au tableau de David ou d'Ingres. Comment un motif absolument central dans l'art classique, donc a priori aux antipodes du kitsch sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan matériel, sur le plan esthétique, comment ce motif fait l'objet d'appropriation, de simplification et surtout, et ça Mathilde en a déjà un peu parlé, de transfert technique, passer d'un support à un autre, passer d'une échelle à une autre, passer d'une fonction à une autre. C'est une des grandes caractéristiques du kitsch. Et ça ne se limite évidemment pas au nu masculin, mais juste, vous connaissez sans doute toutes et tous le tableau de David, le serment des Horaces. Il a donné lieu à des transpositions kitsch dès la fin du XVIIIe siècle. Vous trouvez des serments des Horaces en soupière de porcelaine et en pendule. Bon. Mais aujourd'hui, il y a mieux, si je puis dire. La Vénus de Milo peut se trouver en résine moulée pour servir de statue de jardin. Les nymphéas de Monet peuvent apparaître sur des serviettes de toilette ou des abat-jours. La Joconde sur des t-shirts, des briquets et des porte-clés. Bon, c'est du kitsch. Quand on se rend dans les art shops de nos musées, on se trouve confronté à une multitude d'objets kitsch. Donc ça m'intéresse beaucoup en tant qu'historien d'art. Et le deuxième aspect qui m'a retenu à travers ma contribution, et au-delà, c'est comment le kitsch, au-delà des étiquettes dévalorisantes, mais cette fois au niveau des signes visuels qu'il véhicule, privilégie toujours, et c'est en ce sens que je reviens sur cette intensification des signes, cette hyper-clarté, privilégie toujours, je pense que ça c'est une grande caractéristique, l'explicite sur l'implicite. Ce qui a conduit de nombreux critiques à considérer que cet aspect était symptomatique d'une production destinée à un large public forcément peu cultivé. Ah, ils veulent de l'explicite, donc ils sont un peu bébêtes. Hein. Voilà, on retombe dans la condescendance. Ils ont besoin de contenu et de formes claires, sans ambiguïté, pour y adhérer. Ah, mais nous, on est plus malins, donc on va redonner de l'ambiguïté au kitsch et on va être tellement plus postmoderne. Bon. Alors, j'aurais pu prendre aussi, mais je ne l'ai pas refait parce que je l'avais fait avant, hein, donc je l'avais fait dans une autre contribution sur le kitsch. J'aurais pu prendre des images assez différentes que celles des culturistes et des héros. Je pense par exemple aux innombrables images pieuses qui relèvent de la tradition sentimentale du catéchisme, puisque dans cette famille d'images,
on constate à nouveau comment le kitsch apparaît paradoxalement aussi répétitif qu'inépuisable. Comment il exploite sans cesse des schémas stylistiques, mais qu'il emprunte à des œuvres canoniques, ici de l'art chrétien, notamment aux Vierges et aux Anges de Raphaël ou de Guido Reni, mais en les édulcorant, c'est-à-dire là encore sur le plan technique et stylistique, en visant une accessibilité ou une lisibilité immédiate de l'image. En l'occurrence, on passe ici du grand format des tableaux de Raphaël ou de Guido Reni, des tableaux d'autel, au petit format des images que l'on glisse dans son livre de prière et que l'on regarde éventuellement à la lueur du jour filtrée par les vitraux ou à l'éclairage des bougies, donc avec une lisibilité qui est moindre. Et peut-être que c'est ça aussi qui nécessite un plus grand caractère explicite de ces images. Mais avec un résultat paradoxal, et c'est précisément ce paradoxe qui m'interroge, comment le naturalisme de ces figures est contrarié par leur pose conventionnelle, par leur mimique, par leur aspect lisse, douceâtre, parfois presque cireux. Autrement dit, comment l'hyperlisibilité peut introduire du trouble, du décalage, du malaise, alors que c'est précisément tout ça que le kitsch aurait pour vocation d'éviter. Éviter le trouble, éviter l'ambiguïté, et pourtant, c'est justement ça qui nous intéresse, c'est l'ambiguïté et le trouble qui peuvent naître d'images ou de représentations kitsch. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, à mon sens, se contenter de dire que les images ou les artefacts produits par l'industrie du kitsch sont simplistes, c'est refuser de voir que la séduction qu'elles exercent repose en grande partie sur leur ambiguïté. Ambiguïté qui résulte souvent donc d'une combinaison d'éléments réalistes ou naturalistes et d'une conception globale plutôt idéaliste. Pas de défaut apparent, pas de défaut voulu. C'est donc cette tension-là qui m'a intéressé et que j'essaie d'éclairer à ma manière dans ma contribution. Il s'agissait donc d'essayer d'attraper le kitsch chacun à sa manière. Il bouge tout le temps, il est tantôt ici, tantôt là. Ce que j'ai essayé de l'outil dont je me suis servi, le piège peut-être dont je me suis servi, c'est cette figure-là, ekphrasis, qui est finalement une figure assez simple. C'est simplement lorsqu'un texte, une description poétique par exemple, va évoquer une œuvre d'art picturale ou sculpturale, lorsque le texte finalement reflète une image. Pourquoi ça me paraissait intéressant? Parce qu'il y a ici donc comme les deux bouts d'une tenaille, c'est-à-dire il y a d'un côté l'image et le verbe, comme s'il y avait donc la chance de l'attraper par deux bouts différents. Une phrase de Daniel Arras me semble intéressante. Une peinture pense de façon non verbale. Il y a quelque chose qui pense, pardon, pas en sans mots, c'est une coquille qui pense sans mots. C'est bien sûr l'image martiale, on a parlé, est bien sûr extrêmement parlante et on peut lui faire dire beaucoup de choses. C'était intéressant aussi de la faire redoubler justement par un discours, par une parole qui va se superposer à cette image et nous aurons en quelque sorte une stéréophonie, un écho de discours. C'était voilà, le piège que dans lequel je voulais attraper quelque chose sur le kitsch. Ce dispositif, j'ai essayé de le faire agir dans différents contextes, différentes histoires. Hein. Chaque époque a son kitsch. Je ne vais évidemment pas les citer tous, loin de là, mais donner deux petits exemples. Par exemple, voici un texte de Camus, le Minotaure ou la Halte d'Oran, qui est de 1946. Et on parlait tout à l'heure de la frivolité du kitsch. Camus n'est pas un auteur frivole. Camus n'est pas Almodovar, ce n'est pas quelqu'un qui soit très séduit par les paillettes. L'auteur de La Peste, on est en 1946 aussi, c'est une époque plus ou moins sévère. Ça montre bien qu'il sentait la nécessité de parler du kitsch parce que le kitsch avait quelque chose d'important à dire. Ce n'était pas simplement quelque chose sans importance. Je n'ai pris qu'une petite citation qui me semble intéressante. Ça semble être condescendant au début. Il semblerait que Camus regarde de haut cette œuvre. Donc, dans ce texte, il va parler de sa ville natale, d'Oran.
en particulier de certains endroits, de certains monuments. Et parmi ces monuments, il y a ces statues-là. Ce sont donc les lions en bronze d'un sculpteur de la fin du 19e, donc Auguste Quint. Voici ce qu'il en dit. Donc, il y a dans cette œuvre de l'insignifiance et de la solidité, l'esprit n'y est pour rien et la matière pour beaucoup. La médiocrité veut durer par tous les moyens, y compris le bronze. On pourrait croire au début que l'ekphrasis est purement condescendante, qu'en fait elle désigne un art de la déchéance, un art où justement l'esprit est absent, la matière y est tout, où c'est finalement la médiocrité qui simplement s'incarne dans une matière extrêmement lourde. Simplement, sa position est beaucoup plus complexe et pour le coup beaucoup plus intéressante, d'où la suite. On lui refuse le droit à l'éternité et les prend tous les jours, n'est-ce pas elle l'éternité? C'est intéressant de voir que cette question-là n'était pas simplement par antiphrase, n'était pas ironique. Camus se pose vraiment la question si l'éternité qu'on peut reconnaître à un Raphaël, à un Rembrandt, pourquoi est-ce qu'on la refuserait à Caïn? Et au bout du compte, il en arrive à une sorte d'aporie. Ce n'est pas si évident de dire pourquoi Caïn, lui, ait cette médiocrité que pourtant Camus lui reconnaît. Donc Camus se confronte véritablement à cette énigme d'une façon courageuse, me semble-t-il. Beaucoup plus tard, donc, un autre exemple que j'ai pris dans ces ekphrasis, c'est un romancier américain, Don DeLillo, dans un roman qui s'appelle Mao II. L'œuvre Mao II fait référence donc à une toile, plutôt à une sérigraphie, à une série de sérigraphies d'ailleurs de Warhol. Qu'est-ce qui était intéressant ici? Plusieurs choses. Le kitsch est étroitement lié à ce que... pardon, non, c'était pas... À ce que Walter Benjamin appelle l'art à l'ère de la reproductibilité technique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on peut reproduire, qu'on peut mettre des jocondes dans des t-shirts, des draps, on entre de manière beaucoup plus immédiate, beaucoup plus évidente dans l'ère du kitsch. Cette sérialité, souvent on essayait de la gommer, par exemple les images pieuses essaye plus ou moins de gommer, de prétendre qu'elles sont des originaux. C'était intéressant de voir comment, à partir des années 60-70, ce sera le contraire. On va assumer ces réalités, on va en faire un véritable vertige. Par exemple, ce Mao, c'est une série de portraits, mais c'est aussi une série de séries, puisqu'il y avait avant les Marilyn, il y avait les John Lennon, etc. Donc déjà dans l'œuvre de Warhol, c'est une série dans une série. C'était encore plus intéressant de voir que DeLillo cite encore une peinture qui n'est plus cette fois-ci de Warhol, mais d'un artiste russe qui s'appelle Kosolapov, Gorby, qui, de toute évidence, imite l'étoile de Warhol. Donc, on va franchir, en quelque sorte, le périmètre de l'auteur qui, a priori, délimite une œuvre, une spiritualité, pour finalement baver, en quelque sorte, et passer d'un artiste à l'autre et appliquer exactement le même procédé. La répétition deviendra vertige. Deuxième chose qui changeait, chez Auguste Quint, le sculpteur donc, dont parlait Camus, on était clairement dans une arrière-garde. Ces lions pompiers, c'est un adjectif qui viendrait peut-être à l'esprit, sont contemporains d'Auguste Rodin. Ici, ce sera le contraire. Le kitsch est pris par l'avant-garde. Le pop art est dans les années 60 une avant-garde. Mais cette avant-garde est ambiguë. C'est vrai sans doute que les Marilyn étaient dans l'avant-garde dans les années 60. Mais lorsqu'on est déjà en 72, 10 ans après, et que Warhol fait à peu près la même chose, est-ce que l'avant-garde n'a pas déjà commencé à se diluer? Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de glisser vers quelque chose de plus usé? Lorsque on est cette fois-ci en 91 et qu'on reproduit le processus, tout à coup, on n'est plus du tout dans une avant-garde, on est dans une sorte de parodie de l'avant-garde. Bref, on a une dialectique entre les avant-gardes, les arrière-gardes, qui est tout à fait typique donc de ce glissement du kitsch qui n'était plus simplement l'art honni, l'art médiocre, etc. Mais on va le faire jouer, lui faire dire des choses surprenantes et des choses difficiles à saisir. Troisième trait, c'est bien sûr la conscience, l'hyperconscience, le métakitsch. Il est certain qu'Auguste Quint n'avait aucune conscience de faire du kitsch, si c'est bien l'adjectif qu'il mérite, puisque qui détermine ce qui est kitsch ou pas. Il est aussi il est très évident en revanche que lorsque ces deux artistes représentent Mao pour l'un, Gorby de l'autre, ils sont dans une iconographie kitsch de manière tout à fait délibérée, qu'ils vont exhiber et démultiplier plutôt que de la gommer. Dernière remarque, c'est la dimension politique. Le kitsch a une dimension politique et
c'est ici quelque chose de tout à fait évident. On a d'un côté donc Mao Tse-tung, de l'autre Gorbatchev, deux icônes politiques. Même si là, ça peut prêter à différentes lectures contradictoires. On pourrait aussi dire que c'est un politique, mais un politique dilué, où finalement, ce que ces personnes ont fait, disons, leur rôle politique est gommé, derrière simplement des coloris pop, derrière des images, un glamour artistique. Donc un politique peut être dilué en apolitique. De nouveau, ça peut se renverser puisque ce politique dilué en apolitique est de nouveau un discours politique. Est-ce que ce n'est pas malgré tout un discours que justement met en avant de Lillo? Les passages sont bien sûr beaucoup plus longs, mais ça aurait été rébarbatif de citer des passages trop longs. Voici ce qu'il dit en commentant justement ces deux images. Dans les sociétés réduites au flou et au superflu, la terreur est le seul acte significatif. Il y a trop de tout, plus de choses, de messages de signification que nous pourrions en utiliser pendant 10 000 vies. Inertie, hystérie, l'histoire était possible. Quelqu'un est-il sérieux? Qui prenons-nous au sérieux? Uniquement le tueur fanatique, celui qui tue et meurt pour la foi et meurt... pardon, c'est une coquille, excusez-moi. Celui qui tue et meurt pour la foi. Vous voyez donc comment on récupère de nouveau un discours politique où l'inertie, hystérie est à la fois la négation du politique, mais devient pour le coup un enjeu absolument central pour parler politique. Mais je cède la parole à Mathilde maintenant. Alors, oui, je voudrais revenir de mon côté sur la conception de Breuer et puis essayer de voir comment on peut l'appliquer donc à la musique hein, pour changer un peu de support. En général, c'est vrai que les premières, quand on pense au kitsch, on pense aux œuvres massivement kitsch. Hein, c'est ce qu'évoquait Martial tout à l'heure. Il a cité Jeff Koons, hein, Banus Dog ou Michael Jackson avec son singe. Enfin bon, donc des choses qui sont très massivement kitsch et sur lesquelles on peut pas hésiter. Et ce qui me semble intéressant ici, peut-être d'interroger, en fait, sur quoi je voudrais venir, c'est la façon dont Hermann Broch envisage de manière très subtile, en fait, cette catégorie du kitsch. Donc, pour commencer, je vous ai proposé une citation qui est extraite de son ouvrage, enfin son petit, c'est une conférence, hein, quelques remarques à propos du kitsch que vous avez donc sous les yeux, et qui permet en fait d'expliquer aussi le titre de notre livre. Il peut paraître blasphématoire, hein, dit Broch dans son livre, à beaucoup d'entre vous, que je prenne à cet effet notre romantique peut-être le plus aimé, il est au moins pour moi, mais je le fais précisément pour montrer comme la chute a lieu brusquement et comme elle est profonde. Ce qu'il va envisager là, hein, c'est la façon dont, et ça je ne l'ai pas dit avant, je le dis à présent, même les œuvres sublimes hein, peuvent sombrer dans le kitsch. Considérez par exemple Paysage du soir, Abendlandschaft d'Eichendorff, dont les 6 premiers vers appartiennent sans doute aux plus belles réussites de précision et d'économie des moyens du lyrisme allemand. Et donc, le poème est donc donné ici, je vous laisse en prendre connaissance, le lire, la traduction en dessous. Donc voici ces 6 vers que Broch met en valeur la qualité extrême. Hein. Et ensuite, commentaire pour la suite. Cette perfection est suivie de 2 vers qui ne sont rien d'autre qu'une imitation niaisement sentimentale de chansons populaires. Aussi, si j'avais des ailes pour voler là-bas, pour y pénétrer. Alors là, c'est quand même intéressant, hein, puisque ce que déduit alors Broch, c'est seulement dans un très petit nombre de poèmes qu'Eichendorff réussit à maintenir d'un bout à l'autre son niveau cosmique. La plupart des autres semblent condamnés à faire naufrage sur l'écueil de leur dernier vers et à devoir partir à la dérive vers la frontière où commence la pacotille. Pacotille qui est la traduction donc de kitsch aussi. Vous voyez, j'ai mis en bleu donc tous les éléments qui relèvent de cette métaphore filée hein, du naufrage. Hein. Et là, ce qui me semble vraiment particulièrement intéressant et subtil, c'est cette idée que les œuvres les plus belles, en fait, qui sont vraiment donc esthétiquement valorisées, comportent elles aussi du kitsch. Elles peuvent en comporter et même elles en comportent en général. Que le cas où l'œuvre ne sont pas dans le kitsch est vraiment extrêmement rare. Alors là, la condamnation est sans appel pour ces 2 vers. Elle est à la hauteur finalement de l'estime hein, qu'a Broch pour Eichendorff. Et ce qui est assez intéressant, il me semble, dans sa conception, c'est déjà ça, cette sorte de nuance. Hein. On est très loin ici d'une conception duel dans laquelle on aurait les œuvres kitsch justement méprisées et les bonnes œuvres. Donc là, c'est très intéressant, il me semble, sur la façon dont la question du goût, elle est réenvisagée hein, et elle est subtilement revue. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'à
partir de là, Breuer continue et on arrive à une deuxième analyse. En revanche, il y a très effectivement des valeurs intermédiaires dans le domaine du kitsch. Donc le kitsch existe dans les œuvres sublimes, mais en plus ce kitsch, en fait, il est l'objet de nuances variées, d'une sorte de graduation. Il y a du mauvais kitsch et du bon, et même du génial. Et là vient l'exemple à ce propos, en blasphémant une nouvelle fois, donc il prend quand même vraiment des pincettes par rapport à son auditoire. Je considère Wagner comme son plus haut sommet jamais atteint. Même Tchaïkovski n'en est pas loin. Donc là encore, ce qui est intéressant, c'est une idée assez et très très subtile, il me semble, c'est qu'il y a des niveaux de kitsch différents. Le kitsch, c'est pas une entité une, c'est des kitschs, un ensemble varié qui vont donc pouvoir être aussi indexés sur la qualité des œuvres. Puisque là, ce qui est intéressant, c'est que Wagner, dont on voit bien qu'il l'estime particulièrement, puisqu'il prend tant de pincettes pour mettre en valeur son kitsch, eh bien, le kitsch de Wagner, est à la hauteur du sublime de son œuvre. Donc ça, cette idée du kitsch génial, elle est assez profonde, me semble-t-il, et elle ouvre des abîmes, il me semble, de réflexion à l'analyse esthétique de la musique, mais aussi de toute œuvre d'art, parce que elle va engager plein de questions en fait. Quels sont les passages qui sont kitsch? À partir de quel moment je vais décider que telle partie de telle œuvre est kitsch? Qu'est-ce qui va faire que je vais décider que cette partie-là est kitsch et pas une autre? Et puis après, qu'est-ce que je vais avoir comme bon kitsch, comme mauvais kitsch? Comment je fais pour organiser tout ça? Donc vous voyez que c'est une question qui est abyssale du point de vue de l'analyse et qui va supposer en fait d'ouvrir, il me semble, un champ extrêmement large. Et justement, j'ai essayé d'emboîter le pas à Breuer de mon côté, en particulier dans l'article. Et sur quoi je voudrais revenir à présent, c'est un exemple musical qui me paraissait intéressant, mais que je voudrais voir à partir d'un autre théoricien qui est Daniel Arras. Qui, dans son ouvrage Le détail pour une histoire rapprochée de la peinture, pose une notion qui m'a semblé intéressante pour rendre compte de ce que pouvait être ce kitsch et de la façon dont on pouvait trouver dans une œuvre sublime un élément kitsch. Et donc, dans cet ouvrage, Daniel Arras distingue, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, il distingue deux types de détails. Dans les œuvres picturales, il s'intéresse aux œuvres picturales. D'une part, le détail particolare, et excusez-moi de mon accent, et puis le détail ditaglio. Et ces deux détails relèvent d'un type, donc on va dire, de description différent. Le détail particolare, c'est le détail qui est juste une partie du tableau en termes objectifs. Voilà, dans cette salle, on va dire les détails. Eh bien, il y a des différents éléments. Comment est-ce qu'on appelle ça? Des amplis, je sais pas comment on dit. Des enceintes, merci, voilà, une table, etc. Donc, il y a un ensemble d'éléments qui sont ces détails particuliers, mais il oppose à ce détail un autre type de détail qu'il appelle détaglio. Et ce détaglio, je vous avais donné la définition ici. Tout serait plus simple et se livre sans objet si le détail n'était aussi le résultat ou la trace de l'action de celui qui fait le détail, qu'il s'agisse du peintre ou du spectateur. Comme le relève Omar Calabrese, en ce sens, le détail présuppose un sujet qui taille un objet. La production de détail dépend d'une action explicite d'un sujet sur un objet, et le mot détail manifeste un programme d'action. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que pour lui, le détail, c'est aussi le regard du spectateur, mais aussi du peintre, bien sûr, qui va le déterminer. Et dans les œuvres, on va avoir des éléments qu'on va prélever en tant que spectateur, et c'est ça qui m'intéresse évidemment aujourd'hui. On va prélever une partie du tableau qui va prendre un sens différent. Et donc, il me semble que j'ai complété cette citation. Ah ben non, j'ai pas complété. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça me semble très intéressant, cette notion-là, pour saisir justement ce que désigne Breuer comme cette partie kitsch, ce naufrage en fait, cette sorte de façon de certaines parties d'œuvre de déchoir par rapport au reste de l'œuvre et de s'autonomiser. C'est-à-dire on a une œuvre qui va être cohérente et j'ai une part qui devient hétérogène. Et ça c'est un des éléments de définition en fait du kitsch assez largement. Et il me semble que ça peut être en fait une sorte de saisie de cette partie kitsch d'œuvre sublime. Alors ce que je voudrais montrer ici, c'est de le montrer à partir d'une œuvre musicale. Alors mon problème c'est que je peux pas avoir d'action normalement en cliquant sur le... Vous pouvez le faire? Ah, je peux cliquer dessus. Il faut cliquer sur le... Là j'essaie sur le vert mais ça... Ah si, c'est super, ça marche. Alors c'était pas ça en fait, là c'était le précédent. Excusez-moi, j'arrive plus à passer au truc précédent du coup. Je pensais que j'aurais mon ordinateur. Voilà, là j'essaie ici.
Ah, maintenant, c'est le suivant. C'est l'image précédente. C'est ça que je voudrais ouvrir. Ah, d'accord, je vais en arrière. Ok. Voilà, ça y est. D'arrêter, c'est moi qui arrête ou merci. Voilà, donc là j'ai fait un peu une écoute aveugle aussi pour favoriser la spontanéité de l'écoute. Donc cette œuvre, c'est la Turanga Symphonie de Messiaen, a priori qui est pas un auteur a priori qu'on aurait tendance à considérer comme kitsch, qui est très estimé notamment de l'avant-garde des années 60, qui a été le professeur de bien des grands compositeurs tels que Boulez. Et donc Messiaen de cette Turanga Symphonie, 8e mouvement, voilà ce qu'on entend. Alors il s'agit déjà d'une œuvre très complexe, on l'entend au début. Et pour moi, en fait, cette œuvre, elle peut être considérée, ou en tout cas par moment, on peut identifier ces moments de sorte de naufrage, de naufrage kitsch, et en particulier ici, il me semble qu'il y a un élément qui favorise ce naufrage, c'est l'utilisation d'un timbre particulier que vous avez sans doute entendu, qui est très particulier parce que il n'est pas commun dans la musique savante de cette époque, c'est les années 50. C'est cette espèce de timbre qui monte comme ça, comme une espèce comme une sorte excusez-moi, comment on appelle ça, les scies là, enfin voilà, les scies musicales, ça ressemble à ça. Mais là, c'est les ondes Martenot, il s'agit d'ondes Martenot. Alors je vous ai apporté justement, alors là j'aurais voulu, c'est pareil, passer un tout petit peu le début pour qu'on entende juste le timbre de l'onde Martenot. J'essaye. Alors ça j'aurais aimé passer parce qu'il y a c'est un petit début, c'est la présentation de l'instrument pour qu'on puisse reconnaître en fait ce timbre et voir voilà. Donc c'est un instrument qui est un instrument assez récent, qui a été créé par Martenot, récent à l'époque, dans les années 30. Et voilà, qui produit ce drôle de timbre. Et si on va un peu plus loin, on entend le fait que c'est un instrument qui procède à une sorte de... Voilà, on n'a pas de hauteur distincte, mais on a des sortes de grands mouvements mélodiques comme ça, qui ressemblent à ceux de cette scie musicale. Donc c'est assez intéressant parce que ce timbre, en fait, pour moi, quand on écoute la Turanga Symphonie, il fait signal. Et alors là, j'essaie d'éteindre maintenant. Ah voilà. Et il est intéressant parce que je trouve que il va avoir un effet très particulier sur l'auditeur. Il va le sortir de son écoute, il me semble, du reste, et donc il va nous faire sortir de la logique d'écoute. Et on va le remarquer comme un élément extérieur, comme ça, un petit peu peut-être ridicule, un peu bizarre. D'autant plus que ce timbre, pour nous aujourd'hui, il a été beaucoup réutilisé dans les séries, dans le cinéma, la musique de film, et notamment dans le film d'anticipation et dans les films qui décrivent la folie, pour rendre compte de ces deux éléments, justement les extraterrestres et puis les fous. Donc on le trouve notamment dans la musique de Rosas de La Maison du Docteur Edwards, où là il est censé mimer la folie. Et puis dans un autre film dont j'ai mis ici l'extrait, et là je pense que ça permettra de faire la relation, Le jour où la Terre s'arrêta de Wise, qui date de 51, où il est utilisé pour faire référence à cette sorte d'étrangeté. C'est un timbre étrange en effet, qui ressemble pas au timbre des instruments traditionnels. Donc là, si on peut entendre si ça marche, vous allez voir que dès le début, la musique du film, non, ça marche pas, non, décidément. Alors si je retourne arrière, j'essaie la même technique que tout à l'heure. Non. Alors je recommence. Ah non, là je passe trop. Excusez-moi, j'aimerais bien qu'on l'entende. Ah oui. C'était le dernier. C'était juste pour faire retour. Voilà. Donc là vous entendez le thème en fait qui est assuré par cet instrument. Et qui donne cet aspect à la fois frémissant un peu et puis inquiétant. Qui est propre à... Voilà, merci.
qui est propre à faire référence à cette altérité, hein, puisqu'il s'agit donc d'extraterrestres qui viennent sur Terre. Voilà, donc je crois qu'en fait, quand on écoute la Turangar Symphonie de Messiaen aujourd'hui, on a tous ces génériques en tête. Il y a aussi Les Visiteurs, une série des années 80 où Delerue a récupéré ce timbre aussi. Et là, c'est, il me semble, un effet qui est aussi celui décrit par Bror, c'est-à-dire que on écoute l'œuvre à partir aussi de ce qu'on sait par ailleurs et de ce qu'on a entendu par ailleurs. Les autres éléments faisant en fait partie d'un autre univers et d'un univers complètement hétérogène à ce qu'on entend, on va à ce moment-là avoir cet effet donc de détachement. Hein. Le détail ici de l'œuvre s'autonomise et on le ressent comme kitsch, on le met en relation avec des éléments qui sont des éléments historiques, hein, la musique des années 50-60, les musiques qui décrivent les extraterrestres, d'accord, ou alors la folie. Voilà, donc là je pense que c'est une autre façon aussi de voir le kitsch, hein, de voir la subtilité de son fonctionnement au sein d'œuvres qui, a priori, ne sont pas kitsch, hein, ne seront jamais traitées comme kitsch. Et c'est un kitsch aussi qui a quelque chose de magistral, là encore, hein, qui est vraiment qui s'impose, hein, qui est extrêmement vif. Voilà. Donc, oui, nous arrivons à la fin de notre présentation. Pour conclure, en fait, on a essayé de faire ces petites saisies pour essayer de rendre compte de l'aspect plus large, hein, du livre, qui comporte beaucoup d'analyses aussi, hein, qui fait vivre des moments kitsch, hein, qui évoque ces moments kitsch. Peut-être, en fait, on peut évoquer quelques regrets relatifs au livre. Hein. On aurait peut-être aimé encore avoir un champ encore plus large. Alors, on en parlait tout à l'heure avec Franz, éventuellement convoquer la psychanalyse, hein, pour rendre compte de ce kitsch. Convoquer aussi l'intelligence artificielle, hein, pour voir dans quelle mesure ce kitsch, on pouvait le recréer, on pouvait essayer de le reconstruire. Est-ce qu'on peut le reconstruire par l'IA parce qu'il y a des caractéristiques stylistiques qui sont précises. C'est la question que tu posais, hein, tout à l'heure quand on en discutait. Mais voilà, donc je crois que c'est le moment de poser des questions, donc vous ayez des choses à ajouter. Donc voilà, nous vous écoutons et nous sommes là pour vous répondre le cas échéant. Merci beaucoup. Eh ben, merci.